Bonsoir Christophe. Bonsoir. Merci beaucoup d'être ici. Je sais que vous devez être occupé puisque vous avez quand même été le grand décrypteur de toute la campagne présidentielle. Votre concept de France périphérique, on l'a entendu, il a été mouliné pendant toute cette campagne. Sauf que là, second tour, 65%, hop, c'est oublié, c'est fini. Il n'y a plus de France, il n'y a plus de fracture, plus rien. Oui, on est dans le grand classique finalement de la présidentielle, c'est-à-dire qu'on essaie d'aborder un peu les sujets avant le premier tour. Et puis au deuxième tour, on s'organise pour mettre la poussière sous le tapis. En plus là, on a finalement un résultat assez net, 65-35, bon, tout va bien. Sauf que faut regarder un peu en détail ce qui s'est passé. C'est ça. Le soir du second tour, j'entendais les analyses sur les plateaux de radio, de télé, des géographes, ça c'est votre spécialité, expliquant, mais non, en fait, c'est beaucoup plus compliqué, il n'y a pas de France, parce que partout, si on regarde, il y a des gens qui ont voté Macron, même dans les endroits où Marine Le Pen fait des grands scores, oui, on s'en doute, certes. Et donc une tentative d'invalider cette idée qu'il y aurait tout de même une fracture idéologique et sociale, en fait. Bien sûr, c'est-à-dire que ce qui émerge en France, mais d'ailleurs partout dans l'ensemble des pays développés, c'est un immense conflit de classe inconscient. Il est inconscient parce qu'invisible. Les gens n'ont pas conscience d'être dans d'intégrer une classe sociale. Vous avez un nouveau monde d'en haut, une nouvelle bourgeoisie qui n'assume pas une position de classe, donc elle est dans l'invisibilité, dans une espèce de brouillage de classe très confortable. Et puis vous avez en dessous, on va dire, un nouveau prolétariat qui n'a pas de conscience de classe. Donc c'est parfait, on est dans le brouillage, etc. Sauf que quand on regarde les chiffres, ce qui se passe ici et ailleurs, on a aujourd'hui un conflit de classe majeur qui est absolument visible. Visible territorialement. Aujourd'hui, les grandes métropoles sont celles qui portent Macron. La France périphérique est celle qui a porté le vote Le Pen. Ça se clive énormément socialement. C'est quand même fou de voir qu'aujourd'hui, à Paris, 90% des électeurs ont voté Macron. Là, on est quand même... Ça signifie quoi? Ça signifie que les classes populaires ont été évacuées de Paris. Ça raconte la sociologie parisienne. Ça signifie qu'aujourd'hui, il y a des perdants et des gagnants et que les perdants sont aujourd'hui les catégories populaires, ce qu'on appelait hier l'ancienne classe moyenne, puisqu'il y a un fait majeur dans l'ensemble des démocraties occidentales, qui est le grand secret finalement, c'est la disparition de la classe moyenne traditionnelle. On est dans un effondrement de la classe moyenne et évidemment, ça voulait dire quoi? Ça veut dire que le modèle économique mondialisé, il allait cliver les choses très très fortement. Il faut surtout pas le dire, surtout pas le montrer, d'où finalement la réaction, on va dire, des gardiens du temple, à vous dire que c'est plus compliqué que ça. Moi j'adore c'est plus compliqué que ça. Par exemple, on peut dire... Oui. À la Courneuve, il y a des gens qui payent l'ISF. Est-ce que ça veut dire qu'à la Courneuve, les gens sont riches? Je connais, il y a très certainement aussi des ménages pauvres à Neuilly-sur-Seine. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il y a des pauvres? Non, on est bien là sur des postures qui visent à rendre invisible ce qu'est cette France populaire, ce qu'est cette France des classes moyennes. Elle a été rendue invisible par, évidemment, la quinzaine antifasciste de l'entre-deux tours, mais aussi par le fait que le vote Macron, il porte une vision de lui-même très positive. Donc on est chez les jeunes, modernes, qui aiment l'ouverture. C'est-à-dire ce qui permet de ne pas se penser comme une classe sociale dominante, comme défavorisée. C'est-à-dire on est juste des gens ouverts, des gens bien. Bien sûr. Bon, être ouvert, c'est bien. C'est ça, et être fermé, c'est mal. Êtes-vous pour l'ouverture ou pour la fermeture? Vous allez dire, bon, t'es plutôt pour l'ouverture, etc. De la même manière, si je vous pose la question, êtes-vous fasciste ou pas fasciste? Vous allez très certainement me répondre, je ne suis pas fasciste, etc. Sauf que la nouvelle bourgeoisie a trouvé cette technique géniale qui est l'antifascisme, l'antiracisme, avec derrière, il y a différentes postures, en fait, société ouverte, fermée, ceux qui sont dans le repli, ceux qui seraient dans l'ouverture, etc. Ça permet quoi? Ça permet de ne pas poser le diagnostic social, de ne pas poser le diagnostic des territoires, de ne pas poser le diagnostic fondamental de qui sont fondamentalement les gagnants et les perdants de la mondialisation. Donc il y a bien une bulle dans laquelle aujourd'hui vivent ces catégories supérieures, ces winners, etc. Mais il faut y ajouter les protégés, parce que quand on regarde le vote Macron, c'est très intéressant de voir la sociologie. Il est surtout très surreprésenté dans les catégories supérieures, dans toutes les bourgeoisies d'ailleurs, de droite comme de gauche. Donc on voit bien d'ailleurs que c'est intéressant Paris pour ça. Oui, il y a une bourgeoisie de gauche. Il y a une bourgeoisie de gauche et une bourgeoisie de droite. Et finalement, on voit bien que finalement le vernis social
des gens qui avaient voté Mélenchon pour la bourgeoisie de gauche au premier tour volent en éclats quand il s'agit finalement de protéger ses acquis, son patrimoine, etc. Et le vernis identitaire de la droite, il vole aussi en éclats quand ça devient important finalement, quand on parle du patrimoine. Ce sont les intérêts de classe qui... Évidemment. Mais c'est très intéressant ce que vous dites sur le vote Mélenchon. C'est-à-dire que finalement, on voit bien que chez les Insoumis, le vote s'est séparé. Au second tour, il y a ceux qui ont voté Macron, il y a ceux qui ont voté blanc ou abstention, et puis il y a ceux, même si le choix n'était pas demandé dans la consultation adressée aux Insoumis, mais on sait très bien qu'il y a ceux qui sont allés voter Marine Le Pen. Même au sein de ce vote Mélenchon de premier tour, il y a eu un clivage social, vous pensez ? Bien sûr, bien sûr. Vous avez des catégories populaires en banlieue qui ont voté Mélenchon, qui se sont déterminées par rapport au vote Le Pen, pour le coup, et on sont allés voter Macron. Vous avez effectivement des catégories qui sont plus dans la désaffiliation, qui se sont abstenues, qui ont voté nul, et puis certains, très certainement une toute petite minorité, ont très certainement voté Marine Le Pen. Mais on voit bien que tout ça se clive vraiment socialement, en fonction du patrimoine, en fonction de sa situation sociale, et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, finalement, le Macron, d'ailleurs, il faut quand même rappeler une chose, c'est que Macron ne pèse que 40% des inscrits. On a eu un vote Le Pen très fort, un vote blanc très fort et une abstention très forte. Tout ça, ça fait en gros 60% et 40% c'est Macron. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'Emmanuel Macron va être moins porté par une légitimité que ne pouvaient l'être François Hollande, Nicolas Sarkozy. Il est déjà au départ un président en sursis, ou en tout cas un président qui n'est pas plébiscité? Il n'est pas plébiscité, ça c'est une évidence, puisque on sait que la moitié des gens qui sont allés voter Macron à peu près l'ont fait contre Marine Le Pen et pas par adhésion. Oui, c'est très vite oublié dans les discours, mais on le sait. On sait aussi qu'effectivement, il ne représente que 40% des inscrits, donc ça veut dire aussi que... Mais surtout, le problème fondamental, qui est celui des catégories populaires. C'est-à-dire que une démocratie, c'est donner du pouvoir à ceux qui n'en ont pas, et de l'attention à ceux qui n'en ont pas. Aujourd'hui, les catégories populaires sont très loin des lieux de pouvoir, puisque c'est cette France périphérique, mais on pourrait dire aussi cette Amérique périphérique, etc., etc. On est vraiment sur des logiques mondialisées. C'est pour moi la priorité des priorités. Si Macron veut réellement être président demain, il faut qu'il s'intéresse prioritairement à la réintégration économique et culturelle de ces catégories-là. C'est la priorité. Est-ce qu'il peut le faire? Ça ne rapporte rien. Ce sont des gens qui ne comptent pas. Aujourd'hui, on voit très bien que les territoires où il n'y a plus de services publics, où il n'y a plus d'emplois, où les petits cafés sont en train de fermer, les commerces sont en train de fermer, ça n'intéresse pas. Ça n'intéresse pas. Ils disparaissent. Ça n'intéresse pas pour une raison simple, c'est que pour la première fois dans l'histoire, ces catégories populaires ne sont pas représentées ni intellectuellement, ni politiquement, ni culturellement. C'est très nouveau. Hier, vous aviez des catégories populaires, par exemple la classe ouvrière, elle était représentée par un parti communiste très fort, donc une base populaire très forte, mais aussi un monde intellectuel, des gens qui, en haut, pouvaient parler au nom de ces catégories-là. Le gros problème aujourd'hui des démocraties occidentales en général, c'est que vous avez un bas qui est très important, de plus en plus important, mais qui n'a aucun représentant, ni intellectuel, ni culturel, ni dans le monde du cinéma, ni dans le monde... Et voilà, ça c'est un véritable problème. Ça veut dire que, en fait, les intellectuels n'ont eux-mêmes plus les mêmes intérêts objectifs que les classes populaires. Ils se sont décalés parce qu'ils vivent dans des lieux où ils fréquentent les classes dominantes. Ça veut dire que les médias fonctionnent de la même manière. C'est-à-dire que le petit journaliste, même s'il est issu d'un milieu populaire, à partir du moment où il rentre dans la caste journalistique, ça y est, il oublie l'intérêt de classe de son origine sociale. On ne se côtoie plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question de la métropolisation, c'est pas seulement une question géographique ou territoriale, c'est la question de la bulle. Aujourd'hui, les gens qui vivent, qui se rassemblent dans ces grandes métropoles, se ressemblent de plus en plus. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils font quand ils voyagent? Ils vont de métropole en métropole, en France et à l'étranger. Ils rencontrent d'autres gens qui les confortent dans leur système. Et on a bien un système qui aujourd'hui, mais même le monde médiatique, même le monde politique et intellectuel est dans cette bulle-là. À la fin, c'est un véritable problème. C'est pour ça que je parle de crépuscule de la France d'en haut. C'est que si vous n'avez pas un renouvellement de la pensée, et on le voit par exemple dans le monde académique, dans le monde universitaire,
99,9% des gens pensent la même chose. Alors on peut se dire c'est très bien, ils se protègent, etc. Mais à la fin, ça tue la pensée elle-même. Et ça, c'est un véritable problème parce que ça ne permet pas finalement de penser la société dans son ensemble. Ce que je veux dire par là, c'est que tout ça n'est pas socialement durable. On a un modèle qui crée des richesses, la France ne s'effondre pas en termes de PIB, etc., mais qui n'intègre pas. C'est toute la difficulté. Si on continue dans cette direction, ça va vraiment très mal se terminer. Vous dites que ça ne marche pas, mais peut-être que ça peut marcher, j'allais dire. Finalement, est-ce que l'avènement de cette politique menée jusqu'au bout de sa logique, ça ne peut pas aboutir à ce que les perdants peu à peu disparaissent ? C'est-à-dire, les paysans sont bien en train d'être éradiqués en tant que catégorie sociale et que civilisation. Donc, ils disparaissent, c'est l'avènement d'un monde nouveau dans lequel, justement, les perdants ont disparu. Est-ce que c'est vers ça qu'on se dirige ? Ça, c'est la pensée magique. Hein. Il rêvait de ça. En réalité... C'est ça leur idée, c'est qu'en effet, on va les transformer en ingénieurs. C'est le piège aussi de la classification. Les paysans, effectivement, numériquement disparaissent, mais le monde rural n'a pas disparu. Mais le monde des petites villes n'a pas disparu. Le monde des villes moyennes n'a pas disparu. Et en fait, quand on ajoute ces mondes-là, ça forme cette France périphérique à 60%, donc c'est énorme. En plus, les gens se sont reproduits. Il y a des jeunes sur ces territoires aussi. Donc on voit bien en réalité deux blocs assez importants. Et finalement, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est une recomposition politique qui est totalement influencée par les fractures sociales et géographiques. Finalement, le monde politique n'a pas voulu de la recomposition. Ça fait 20 ans qu'on nous explique que ça va se renouveler, etc. Symboliquement, on a les deux grands partis, hein, les Républicains et les LPS, qui n'ont pas été présents au second tour. Ça veut dire que l'intelligence de Macron, d'ailleurs, c'est d'avoir compris que ce monde-là était terminé. Le clivage gauche-droite a implosé, a explosé, je ne sais pas comment on peut le dire, mais en tout cas, ça n'existe plus. Pourquoi ? Parce que les partis ne se sont pas adaptés à la nouvelle sociologie française. Ils continuent à s'adresser à une classe moyenne qui n'existe plus. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si les grands partis, le PS et les Républicains, n'ont plus comme socle que ce qui reste de l'ancienne classe moyenne, c'est-à-dire d'un côté les retraités pour la droite et en gros la fonction publique pour la gauche. Mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de voir que des catégories qui hier s'opposaient, hein, l'ouvrier qui votait à gauche, le paysan à droite, le petit commerçant à droite, etc., se retrouvent dans un bloc, dans un continuum socioculturel commun. Alors, ils vont être dans l'abstention, le vote FN ou le vote blanc, etc., mais tout ce gros bloc-là a la même perception des effets de la mondialisation. Ce n'est pas parce que ces gens sont dans le repli. On ne le dira jamais assez. La classe ouvrière, les catégories populaires ont joué le jeu de la mondialisation. Ils n'étaient pas opposés à la mondialisation. Ils n'étaient pas opposés à l'Europe, comme on le dit aujourd'hui très souvent. Ils font simplement un constat aujourd'hui de leur situation objective, bien sûr, de leur niveau de vie, des territoires où ils vivent, du fait qu'aujourd'hui cette France-là se sédentarise. La sédentarisation est la grande question des années à venir. Les gens vont de moins en moins pouvoir bouger, parce que ce qui se constitue, hein, là encore, l'image de la société ouverte nous dit aussi que la ville, la grande ville, est une ville ouverte. C'est archi faux. Les grandes métropoles sont les nouvelles citadelles médiévales, où se concentre d'ailleurs la bourgeoisie, comme au Moyen-Âge. Mais vous le disiez, on peut passer d'une citadelle à l'autre. L'opposition, est-ce qu'elle n'est pas aujourd'hui entre les migrants volontaires ou non, et les manants, ceux qui restent, la sédentarité, ceux qui sont assignés à résidence. Bien sûr, le clivage qu'il y a derrière tout ça, et ceux qui espèrent garder des racines dans cette... la sédentarisation contrainte et l'hypermobilité de l'autre. Mais c'est aussi une question véritablement économique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous regardez la courbe de création d'emplois, les emplois de plus en plus se créent dans ces grandes métropoles. Quand vous avez une logique de marché, hein, des prix immobiliers qui font que de toute façon, le marché de l'emploi le plus dynamique est inaccessible aujourd'hui pour les catégories populaires, il va bien falloir penser un autre modèle économique sur ces territoires-là, un modèle alternatif. Et là, quand on se promène en France, qu'on rencontre des élus de gauche ou de droite, ils ont des idées pour leur territoire, ils ont des projets. C'est pas le problème d'un manque de matière grise. Le problème, c'est qu'ils ont de moins en moins de pouvoir politique. Et là, il y a bien une stratégie de concentration des pouvoirs du côté, justement, de cette France d'en haut.
Du côté de cette France d'en haut ou du côté, j'allais dire, d'une gouvernance mondiale qui, de toute façon, a décidé que les États n'étaient plus le bon échelon pour gouverner. C'est-à-dire qu'on a en permanence aujourd'hui, de la part de patrons de multinationales, de la part de tous ces gens qui vantent la mobilité, qui vantent l'abolition des frontières, ce discours qui consiste à dire, en fait, les gouvernements ne sont plus efficients, il faut les remplacer. C'est le discours en vogue dans la Silicon Valley. Quand un modèle ne marche pas, on le bazarde. Donc la démocratie, ça marche pas, on bazarde. Bien sûr, c'est le risque. Et d'ailleurs, vous n'avez pas échappé qu'après le Brexit, on a quasiment eu des tentatives, ou en tout cas des papiers qui nous expliquaient que finalement, il faudrait que presque le Grand Paris et le Grand Londres soient quasiment indépendants. On a vu des tribunes du maire de Londres et d'Anne Hidalgo dans cette direction-là. Voilà. Mais après Trump, la Silicon Valley et la Californie demandaient presque son indépendance. Donc on voit bien, c'est logique finalement, totalement bourgeoise. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, ce qu'on vit est très classique. On a une lutte des classes classique, sauf qu'on a une nouvelle bourgeoisie qui ne s'assume pas en tant que bourgeoisie, c'est pour ça que c'est compliqué. On a un prolétariat qui ne sait pas qu'il est le prolétariat, donc il joue aussi là-dessus. Il y a une chose qui est frappante, vous dites c'est un phénomène qui en fait se reproduit, une lutte des classes, mais il y a une légère modification, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'autrefois, en gros, les classes dangereuses, le prolétariat, on lui faisait honte parce qu'il était responsable de sa pauvreté, responsable de sa misère. Aujourd'hui, on lui fait honte pour autre chose. On lui explique, mais comment osez-vous critiquer la mondialisation et le libre-échange? Ça a sorti de la pauvreté, les Chinois, les Indiens. C'est-à-dire qu'en gros, ça s'est fait sur son dos, mais il aurait quand même tort de se plaindre, puisque ça voudrait dire qu'il n'est pas solidaire des pauvres des pays du tiers-monde. Escroquerie totale. Bien sûr, la posture de supériorité morale marche en partie, aussi parce qu'elle se double d'un discours autour de l'antiracisme, de l'antifascisme, etc. Donc tout ça est très très positif, effectivement. Sauf que c'est très fragile. Ça ne peut pas durer très longtemps. Ce n'est pas politiquement durable. Ça commence à s'effriter. D'ailleurs, on le voit dans le vote. Sauf que finalement, le résultat, c'est quand même que ça a marché. Il faut voir les dynamiques sur le temps long. Oui. La dynamique populiste, elle est enracinée dans le changement de modèle économique des années 80, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. C'est pas du jour au lendemain. Aujourd'hui, vous avez quand même 60% des inscrits qui ne se sont pas portés sur la liste Macron. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, l'antifascisme, le no passaran marche de moins en moins. En réalité, personne n'y croit. Parce que si ça marchait, ça voudrait dire qu'on a des catégories très différenciées qui se seraient retrouvées chez Macron. C'est quand même très typé socialement. On retrouve quand même les winners, la bourgeoisie traditionnelle, la nouvelle bourgeoisie, les protégés. Donc on voit bien finalement des gens qui finalement se protègent et protègent des intérêts de classe et leur patrimoine, pratiquement, on pourrait dire ça. Mais la logique de ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'en fait, on a voté pour Macron, donc on a voté pour avoir un parti populiste au prochain coup, c'est ça? On a aujourd'hui... c'est la tectonique des plaques. Vous avez des gens qui sont effectivement de plus en plus mis à l'écart du système économique et qui cherchent une offre politique. Ça peut être Trump, ça peut être le Brexit, ça peut être le Front National. Mais demain, d'ailleurs, je pense qu'en France, ce ne sera pas le Front National qui captera la majorité de ses voix. On a bien vu que ça ne marchait pas. On a bien vu que c'était au contraire un épouvantail. Peut-être pas Marine Le Pen, ce sera peut-être un autre parti, ce sera peut-être un individu qu'on ne connaît pas qui émergera. Du coup, les gens vont se retrouver finalement, ils vont saisir l'offre qu'on leur propose. La foudre cherche le paratonnerre. Bien sûr, exactement. Mais sur le long terme, vous allez avoir une recomposition politique autour de cette grande fracture. Les perdants, les gagnants de la mondialisation, le monde d'en bas, le monde d'en haut. Tout ça joue évidemment très très fortement et va restructurer l'ensemble de la classe politique française, même si elle ne le souhaite pas. Donc ça veut dire qu'on n'a plus qu'à guetter ce paratonnerre qui va capter la foudre. De toute façon, on veut que les choses je changent. crois que ce clivage-là s'installe pour les 20 prochaines années. Donc on est vraiment sur quelque chose de structurel. Donc patience, ça va arriver. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer. On peut dire ça. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.